de la systématique des vertébrés. Alors, il y a deux principaux groupes, les agnates qui sont sans mâchoire et les gnatostomes qui sont les vertébrés à mâchoire. Alors, tous ces vertébrés ont des particularités qui sont communes. Il y a des caractères communs à l'ensemble de ces vertébrés. Donc, ce sont ces particularités-là qu'on va essayer d'énumérer, peut-être pour ce cours. Et tout ceci, puisque ce sont des caractères communs, tous ces caractères concourent à la définition d'un vertébré. Nous avions commencé hier par déjà vous signaler l'importance numérique de ce groupe. Vous voyez, 40 000 espèces, c'est beaucoup. Et avec ce nombre d'espèces, les vertébrés représentent le troisième embranchement après les mollusques et les arthropodes. Parce que les mollusques font autant d'espèces, mais il y a en plus des espèces actuelles de mollusques qui font à environ 40 000. Vous avez aussi les formes fossilisées. Vous voyez, donc c'est un groupe plus diversifié et plus important, numériquement parlant, que les vertébrés. Alors les arthropodes, je pense que vous avez étudié en long et en large ce groupe l'année dernière. C'est un groupe aussi qui occupe tous les milieux et qui comporte de nombreuses espèces. Et pour vous donner aussi une idée de leur importance numérique, sur 1 200 000 espèces décrites dans le règne animal, plus de 1 million sont des arthropodes. Donc vous voyez qu'ici, je pense que c'est un groupe qui a été privilégié, j'allais dire, par rapport aux autres. C'est le groupe qui comporte le plus d'espèces dans le règne animal. Bon, les espèces connues, évidemment, il y a beaucoup d'espèces qui sont encore inconnues. Et en particulier pour les formes qui sont microscopiques, là il y a vraiment un nombre d'espèces incalculable. Moreau. Oui. Bon, je vais éteindre mon portable pour ne pas que... Bon. Alors donc, on va énumérer ces particularités-là des vertébrés. Les particularités communes. Alors d'abord, j'ai essayé de vous situer les vertébrés dans la classification animale. Alors ils sont des métazoaires parce que quand vous prenez le monde animal, il y a des protozoaires et des métazoaires. Les protozoaires sont à l'état unicellulaire, les métazoaires à l'état pluricellulaire. Ce sont des triblastiques, par opposition aux diblastiques. Ils sont triblastiques, ça veut dire qu'ils sont constitués de 3 feuilles embryonnaires, un ectoblaste, un endoblaste et un mésoblaste. Ce sont des célomates. Le terme célomate s'oppose au terme acélomate. Célomate, ça veut dire que le mésoblaste est creusé de vésicules ou célom. Ils sont des deutérostomiens. Le terme protostémien s'oppose à deutérostomien. Deutérostomien signifie que le blastopore de la gastrula devient l'anus. Et puis c'est des épinuriens, ça signifie que les centres nerveux sont en position dorsale par rapport au tube digestif. Voilà donc, si on prend l'arbre phylogénétique des vertébrés, du monde animal plutôt, on peut situer les vertébrés dans cet arbre avec ces caractéristiques. Métazoaire, diblastique, triblastique plutôt, célomate, deutérostomien, épineux. Alors tous les vertébrés ont la particularité de présenter une colonne vertébrale, d'où leur nom qui est édifié autour d'une corde. Cette corde est un empilement de cellules turgescentes enveloppées d'une gaine de tissu conjonctif fibreux
Elle peut être présente ou absente selon les taxons. Et chez les cyclostomes, les chondrostènes et les dipnestes en particulier, elle persiste chez l'adulte. Par contre, chez les autres poissons et les tétrapodes, soit elle disparaît, soit elle apparaît à l'état de vestige entre les vertèbres de l'adulte. Alors j'ai évoqué trois noms plutôt. Il y a les cyclostomes, les chondrostènes, et les dipnestes. Chondrostènes et dipnestes sont des poissons. Par contre, les cyclostomes, ce sont des agnates. Et les agnates actuels, les lamproies et les myxines appartiennent, sont des cyclostomes. Cyclo, ça veut dire circulaire, stome, ça veut dire bouche. Donc c'est un groupe où on a des animaux, des vertébrés, dont la bouche a une ouverture circulaire. Alors pour ces trois groupes, on a la présence d'une corde chez l'adulte. Alors les chondrostènes, vous avez ici un représentant des chondrostènes, c'est-à-dire l'esturgeon, les esturgeons. Les esturgeons sont les représentants du groupe des chondrostènes dans la nature actuelle. Alors c'est un groupe qui est très menacé parce que la chair de ces poissons est très estimée. Et en plus, vous avez les œufs qui sont consommés sous le nom de caviar. Donc c'est une espèce qui fait l'objet d'une prédation importante par l'homme. Et le caviar, évidemment, c'est très estimé, ce sont des œufs, et la valeur commerciale est très intéressante. C'est pour ça que cette espèce est menacée. Menacée par l'homme, mais menacée aussi par la concurrence vitale. C'est une espèce qui ne sait pas mener la compétition. Quand il y a des espèces qui coexistent dans un biotope, en général, si les individus utilisent le biotope de la même manière, autrement dit quand ils ont la même niche écologique, souvent ces individus entrent en compétition et ce sont les individus les plus aptes qui souvent prennent le dessus. Donc voilà une espèce qui est mal adaptée à la concurrence vitale et c'est une espèce aussi très sensible à la pollution. Alors ça fait que s'il y a moindre perturbation dans son milieu, s'il y a des hydrocarbures par exemple qui sont déversés dans son milieu, ou bien il y a d'autres formes de pollution par l'homme, c'est une espèce qui aussi peut mourir du fait de ces pollutions. Donc une espèce très menacée et qui fait l'objet évidemment d'une protection. Mais les protections ne sont pas souvent, les règles de protection ne sont pas souvent appliquées. Voilà donc le chondrostène, un exemple de chondrostène, les esturgeons. Alors les dipnestes, on en avait parlé hier. Les dipnestes, ce sont les genres Neoceratodus, Protopterus et Lepidosirène. Donc ces poissons, chez ces poissons, vous avez la corde qui existe, la corde qui existe chez les adultes. Par contre, chez les autres poissons, c'est-à-dire les poissons autres que chondrostènes et les dipnestes, et aussi les vertébrés autres que les autres gnatostomes, vous avez la corde qui existe soit à l'état de vestige ou qui disparaît complètement. Alors si on prend la taille des vertébrés,
la taille chez les vertébrés, c'est une taille, on l'avait déjà dit, c'est une taille macroscopique. Une taille macroscopique, ça veut dire que les vertébrés, pratiquement, sont tous connus. Alors cette taille varie de quelques centimètres à plusieurs mètres, plusieurs mètres de longueur. Elle a été estimée, cette taille, entre 15 et 20 mètres, en particulier chez certains reptiles du Trias. Le Trias est une ère du secondaire, il y a environ 250 millions d'années. À environ 18 mètres chez le requin-baleine, qu'on appelle le Rhincodontypus. C'est un cétacé avec environ 3000 dents de taille de réduite, entre 8 et 10 cm seulement chez la musaraigne étrusque des Pyrénées orientales. Les Pyrénées forment une chaîne de montagnes située au sud de la France, entre la France et l'Espagne. Et dans ces chaînes de montagnes, il y a une musaraigne qui s'appelle Cincus etruscus, et c'est cette musaraigne qui se trouve être le plus petit mammifère au monde. C'est le plus petit mammifère au monde, et ici la taille est entre 8 et 10 cm. Bon, j'ai un exemplaire un échantillon que je vous montrerai peut-être la prochaine fois, de cette musaraigne. Donc c'est le plus petit mammifère au monde, mais c'est paradoxalement ce mammifère qui a l'activité cardiaque la plus importante. Donc il a le cœur le plus actif de tous les mammifères, bien qu'il ait la taille la plus petite. Bon, là aussi, vous voyez l'importance, le nombre de dents qu'il y a chez le requin. Chez Rhincodontypus, 3000 dents. 3000 dents dans la bouche, ça veut dire qu'il y a des dents à presque tous les niveaux. Il y a des implantations un tout petit peu partout dans la bouche, dedans. Mais vous voyez qu'avec l'évolution, le nombre de dents aussi a diminué. Alors on n'a plus que 32 dents chez l'homme, et ces dents, elles sont dites des dents définitives, parce qu'elles ont remplacé les premières dentitions, qui sont les dentitions de lait. Alors quand les dents définitives maintenant tombent, bon, on a recours à des prothèses dentaires, parce qu'il n'y a plus de renouvellement de dents. Le renouvellement de dents, évidemment, est limité. On fait une première poussée de dents, ce sont les dents de lait, qui sont remplacées par les dents définitives, et après, on n'a plus de renouvellement. Par contre, chez les poissons, la plupart des espèces de poissons, il y a un renouvellement en permanence. Chaque fois que des dents tombent, d'autres poussent, et ceci indéfiniment. Vous voyez que cet aspect aussi a été perdu avec l'évolution. La capacité de régénération a diminué et finalement a même disparu au cours de l'évolution. Quand vous prenez des organismes inférieurs comme les éponges, si vous les pulvérisez, vous réduisez en poudre un organisme, chaque grain de poussière est capable de régénérer l'individu. Mais cette faculté à régénérer les organes, à pousser des dents de façon indéfinie, ces facultés disparaissent, ont disparu aussi avec le temps. Donc c'est les organismes les plus évolués. En général, on n'a pas de cette capacité à régénérer les parties du corps pour lesquelles on est amputé. Alors, donc la taille est très variable. Quand on prend le corps d'un vertébré, on peut le subdiviser en 3 parties. On peut le subdiviser en 3 parties. Il y a la tête, ensuite le tronc et la queue. Bon, ça c'est tous les vertébrés qui présentent cette particularité. La tête est limitée à l'avant par l'articulation crâne, première vertèbre cervicale. La première vertèbre cervicale, c'est ce qu'on appelle l'atlas. L'atlas
évidemment présente un trou et vous avez l'atlas qui tourne autour de la deuxième vertèbre qui est l'axis. Et ainsi, un vertébré peut avoir la capacité de tourner la tête à droite et à gauche. Ceci est possible parce qu'il y a la deuxième vertèbre cervicale qui est l'axis, qui supporte l'atlas, et donc vous avez l'atlas qui peut tourner autour de l'axis. Ainsi, on a la possibilité de tourner la tête à droite et à gauche. Mais ça aussi, c'est un caractère évolué. On a constaté, par exemple, chez les poissons, un poisson n'a pas cette capacité à tourner la tête à droite et à gauche. Quand le poisson a besoin de regarder par derrière, c'est tout le corps, il bouge, qui va bouger. Donc, il n'a pas la capacité de tourner la tête à droite ou à gauche. C'est tout l'animal qui tourne à droite ou qui est orienté vers la gauche. Mais on a cette capacité à le faire parce que, justement, avec l'évolution, il est apparu ce qu'on appelle un cou. Le cou correspondant à cet étranglement que l'on constate après la tête et qui sépare la tête du tronc. Au niveau du cou, vous avez donc ces vertèbres. Le cou a fait son apparition avec le temps, mais chez les poissons, on n'a pas de cou. On n'a pas de cou. Le cou est apparu à partir des amphibiens. Et ensuite, ça s'est maintenu. Alors, il y a une tête, un tronc et une queue. En général, la tête porte la bouche, les fentes branchiales si elles existent, l'encéphale, les organes de sens, oculaires, auditifs et olfactifs. Le tronc est limité à l'avant par cette articulation crâne première vertèbre cervicale et à l'arrière par l'extrémité du tube digestif qu'on appelle l'anus. Il est creusé d'une cavité générale qui renferme les organes de nutrition, c'est-à-dire le cœur, les poumons, le foie, la rate, le pancréas, les reins. Alors tous ces organes évidemment appartiennent à des appareils. Vous avez le cœur qui appartient à l'appareil circulatoire, les poumons à l'appareil respiratoire, le foie, rate et pancréas à l'appareil digestif et les reins à l'appareil excréteur. Et de reproduction, les organes de reproduction, ce sont les gonades, testicules chez les mâles et ovaires chez les femelles. Ils portent les deux paires de membres antérieurs et postérieurs ainsi que leur ceinture scapulaire et pelvienne. La queue commence à partir de l'anus et elle a une forme variable suivant les espèces. Alors quand on parle si je prends un poisson, voilà les différentes nageoires. Bon, la nageoire caudale peut avoir deux lobes dorsales et ventrales qui peuvent être de taille égale ou de taille différente. Ici c'est la nageoire dorsale, caudale, anale, ventrale et pectorale. Vous avez ici l'anus. Si vous tracez une verticale passant par l'anus, alors ce qui est là correspond à la queue du poisson. Alors ici, vous avez la bordure postérieure de l'opercule qui marque la bordure postérieure de la tête. Ici, vous avez la tête, le tronc et la queue. Donc, la queue commence à partir de l'anus. Il ne faut pas penser que la queue correspond à la nageoire caudale. La queue chez les vertébrés commence à partir de l'anus. On verra dans les urocordés, les céphalocordés, dans les cordés en général. On verra que aussi ce qu'on appelle la queue, si vous tracez une verticale passant par ce point, tout ce qui est ici en amont correspond à la queue.
Donc, quand vous avez un vertébré, le corps peut être subdivisé en ces trois parties, une tête, un tronc et une queue. Mais une autre particularité de ce corps des vertébrés, c'est que c'est un corps qui présente une symétrie bilatérale. C'est une symétrie bilatérale qui apparaît presque parfaitement à l'extérieur. Symétrie bilatérale signifie que on peut diviser le corps d'un vertébré en deux parties, quantitativement et qualitativement identiques. Donc une partie droite, une partie gauche. Donc quand on regarde un individu, on a l'impression que extérieurement, cette symétrie bilatérale est parfaite. Mais il peut arriver qu'on constate aussi une certaine dissymétrie. Hein? Par exemple, les oreilles peuvent ne pas avoir la même taille. On peut avoir une oreille droite plus développée que l'oreille gauche ou l'inverse. Hein? Ça peut arriver, je ne sais pas si vous êtes dans la situation. Hein? Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Alors à l'interne, on constate que les reins ne sont pas situés au même niveau dans la cavité générale. Les reins. Hein? Il y a un décalage longitudinal. Il en est de même des testicules. Les testicules aussi sont décalés longitudinalement et ça fait qu'il n'y a pas de compression testiculaire lors de la marche. Parce que s'ils étaient au même niveau, la marche aurait été titubante. Hein? Parce que, évidemment, il y aurait de la douleur dans ces compressions. On constate aussi que le cerveau est plus développé sur son côté droit chez les gauchers et gauchères, plus développé sur son côté gauche chez les droitiers et les droitières. Donc, vous voyez, il y a une disproportion. Hein? Le cerveau droit n'a pas la même taille que le cerveau gauche. Vous voyez, donc, il y a ici, à l'interne déjà, quelques dissymétries. Et la dissymétrie, justement, du cerveau, ça entraîne aussi une dissymétrie dans le comportement. Vous avez des individus qui sont plus aptes à travailler avec la main droite qu'avec la main gauche. Il y a des gauchers, il y a des droitiers. Hein? Mais cela est aussi en rapport avec le développement du cerveau. Hein? Normalement, les droitiers et les droitières ont un cerveau gauche plus développé. Et pour les gauchers, c'est l'inverse. Bon, évidemment, dans ce comportement, il intervient aussi l'éducation. Hein? Souvent, on a tendance à vous apprendre à utiliser telle main pour telle activité. Et finalement, on finit par s'habituer à ça. Hein? On mange avec la main droite, on salue avec la main droite, etc., etc., comme s'il y avait un plus d'avantage, hein? Privilège pour la main droite que pour la main gauche. Hein? Mais en réalité, ça c'est l'éducation. Hein? Mais il n'empêche que certains, malgré ces éducations, certains ont tendance à utiliser aussi le côté gauche plus que le côté droit. Hein? Il y a des gauchers, des gauchères qui écrivent, etc. Ça aussi, c'est des choses qui existent et qu'il faut intégrer. Alors, pour le tégument des vertébrés, le tégument, en fait, c'est l'enveloppe externe. Cette enveloppe est faite de plusieurs tissus. On dit que c'est un épiderme. Il est pluristratifié parce qu'il y a plusieurs tissus qui sont superposés, qui forment des couches. Et donc, il est pluristratifié. Il va être composé d'un épiderme pluristratifié et d'un derme conjonctif.
Dans ce tégument, il y a des glandes. Certaines glandes sont des glandes cachées, d'autres sont apparentes. Les glandes apparentes, vous avez par exemple les mamelles chez les mammifères. Les glandes cachées, on peut citer les glandes sudoripares, les glandes sébacées. Les glandes sudoripares, ce sont des glandes de la sueur, donc qui entrent en activité quand vous êtes en exercice physique. En activité physique, ces glandes sont en activité. Les glandes sébacées sécrètent ce qu'on appelle du sébum. Alors ce sont des glandes qui sont particulièrement développées au niveau de la plante des pieds et au niveau aussi des paumes. Quand vous faites le point pendant un certain temps, vous constatez qu'il y a une certaine humidité dans votre main. Cette humidité est due à du sébum. C'est du sébum qui est sécrété par les glandes sébacées. On pourrait même dans le tégument évoquer les glandes lacrymales. Les glandes lacrymales, ce sont aussi des glandes qui sont dans l'épaisseur du derme et qui aussi peuvent être en activité parce que vous êtes peut-être sous le coup de l'émotion. Soit vous êtes très content ou bien très malheureux. Dans les deux cas, souvent on assiste à une sécrétion de ces glandes, de l'arbre. Mais c'est toujours bienfaisant de verser de l'arbre. Quand on est content, on peut en verser, mais quand on est malheureux aussi, on devrait faire la même chose, parce que ceci contribue à ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre, l'équilibre de l'individu. Après, vous voyez, quand on a beaucoup versé de l'arbre, parce qu'on est très content, après, on est un peu dans une situation d'équilibre. Donc il ne faut pas étouffer cela. Quand l'occasion vous est donnée, n'hésitez pas. Bon. Alors, donc, il y a des glandes qui sont cachées, d'autres qui sont apparentes. Ces glandes peuvent être d'origine dermique ou épidermique. C'est dans le tégument qu'on trouve aussi beaucoup de pigments. Les pigments qui sont de nature variée et en général, ces pigments peuvent avoir un rôle important dans la protection de l'individu. Il y a des individus qui pratiquent ce qu'on appelle le mimétisme. Et dans ce mimétisme, évidemment, ces pigments du derme interviennent. Donc c'est pour ça qu'on considère que le tégument a un rôle de protecteur. Mais dans ce tégument, on peut trouver aussi des substances de réserve. Des substances de réserve, et c'est en ça que le tégument a un rôle nourricier, un rôle nutritionnel. Chez certains vertébrés, en particulier chez les varans de terre, ce sont des animaux qui peuvent rester pendant assez longtemps enterrés, surtout quand c'est la mauvaise saison. Mais pendant tout ce temps, qu'on appelle d'hibernation, pendant tout ce temps, ce sont les substances de réserve, les substances qui étaient accumulées dans le tégument et dans d'autres organes qui vont être utilisées à petit feu par ces animaux pendant ces périodes de disette. Il y a un rôle nutritionnel pour le tégument parce que c'est l'endroit où il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, surtout des terminaisons nerveuses sensitives. Et donc, c'est ici le rôle sensoriel plutôt du tégument qui est mis en évidence. Donc essentiellement trois rôles pour le tégument: un rôle de protection, un rôle nutritionnel et un rôle sensoriel. Alors si on prend un vertébré, on va constater deux possibilités en ce qui concerne le squelette. Le squelette, soit il est cartilagineux, ou bien il est osseux, ou bien il est à cheval. Il y a des vertébrés dont le squelette est entièrement cartilagineux, on a vu déjà les requins et les raies. D'autres ont un squelette entièrement osseux, c'est le cas des amphibiens
des reptiles, des oiseaux et des mammifères, mais il y a le groupe des chimères qui faisait la transition entre les poissons cartilagineux et les poissons osseux, chez lesquels le squelette est en partie osseuse ou en partie cartilagineux. Donc le squelette, il est en partie osseuse, en partie cartilagineuse, et donc c'est un groupe de passage. On distingue en général, chez un vertébré, un squelette céphalique, c'est-à-dire c'est le squelette du crâne. Le crâne est constitué d'un neurocrâne et d'un splanchnocrine. Un squelette axial qui est formé par la colonne vertébrale et les côtes, et puis un squelette appendiculaire correspondant à celui des membres. Donc il y a un squelette de la tête, le squelette du tronc et le squelette des membres. Le squelette de chaque membre père en particulier est relié au squelette axial par un squelette de transition appelé squelette zonal ou encore demi-ceinture. Alors chez les poissons, les nageoires pectorales et nageoires pelviennes ou ventrales. Ça, ce sont des nageoires pelviennes ou encore ventrales. Ces deux catégories de nageoires existent en deux exemplaires. Ce sont des nageoires paires. Par contre, les autres, dorsales, caudales et anales, sont des nageoires impaires, c'est-à-dire qui existent en un seul exemplaire. Les nageoires paires des poissons sont considérées comme étant les organes homologues des membres pairs des tétrapodes. Chez les tétrapodes, vous avez deux membres antérieurs, deux membres postérieurs. Les deux membres antérieurs des tétrapodes ont pour organes homologues les nageoires paires pectorales des poissons. Et les membres postérieurs des tétrapodes ont pour organes homologues les nageoires pelviennes des poissons. Vous y êtes? Chez les poissons, il y a des nageoires paires et des nageoires impaires. Les nageoires paires des poissons sont considérées comme étant les organes homologues des membres pairs des tétrapodes. Chez les tétrapodes, il y a des membres, les membres sont pairs. Il y a deux membres antérieurs, deux membres postérieurs. Chez les poissons, il y a aussi des membres pairs. Ces membres pairs, ce sont les nageoires pectorales, qui sont les organes homologues des membres antérieurs des tétrapodes. Et les nageoires pelviennes ou ventrales sont les organes homologues des membres postérieurs des tétrapodes. Ok? Maintenant, si on prend les membres pairs, chaque membre pair est rattaché au tronc par un squelette de transition que l'on appelle une demi-ceinture. Si vous prenez les membres antérieurs des tétrapodes ou les nageoires pectorales des poissons, ces nageoires sont rattachées au tronc du poisson par un squelette de transition que l'on appelle une demi-ceinture. Maintenant, si on prend les deux demi-ceintures, on a la ceinture antérieure. Pour les membres postérieurs, on prend les deux demi-ceintures aussi, ça fait la ceinture postérieure. La ceinture antérieure, c'est ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. C'est la ceinture scapulaire.
Et la ceinture postérieure, c'est la ceinture pelvienne. Donc, les membres antérieurs sont reliés chacun au tronc par une demi-ceinture et deux demi-ceintures forment une ceinture. Donc pour les deux membres antérieurs, vous avez la ceinture scapulaire et pour les membres postérieurs, vous avez la ceinture pelvienne. Bon, on le verra pour les poissons. Alors normalement, ici, vous avez la base de la nageoire pectorale. Si on projette cette base de la nageoire pectorale sur l'horizontale, on a ce qu'on appelle l'aplomb de la base des pectoraux. Ça c'est l'aplomb. L'aplomb de la base des pectoraux. Donc c'est ici cette partie qui correspond à la projection orthogonale de la base des pectoraux. Alors la systématique des poissons en général est basée sur la position de la pelvienne par rapport à l'aplomb de la base des pectoraux. Il y a si on prend un poisson, il faut la première chose à faire, c'est d'abord de regarder le niveau d'insertion de la nageoire pelvienne sur la face ventrale du poisson. Parce qu'on a constaté qu'il y a des poissons sur lesquels la nageoire pelvienne est ici, en position mentonnière. D'autres ont une nageoire pelvienne insérée un peu en avant de l'aplomb de la base pectorale. Il y en a qui ont une insertion. Alors je peux mettre un peu en avant. Quelquefois c'est une insertion au niveau de l'aplomb. Quelquefois c'est un peu en arrière de l'aplomb. Et quelquefois c'est en position ventrale, c'est-à-dire loin de la base, loin de l'aplomb. Et normalement, chaque position ici, pour chaque position, il y a beaucoup d'espèces de poissons. Beaucoup d'espèces qui appartiennent à plusieurs genres et même quelquefois plusieurs familles qui répondent à cette particularité. Et donc, si vous avancez un poisson que vous voulez identifier, la première chose, c'est d'abord de trouver à quel groupe de famille. Parce que chaque cas est un groupe de famille. À quel groupe de famille le spécimen appartient. Et quand on a trouvé maintenant le groupe de famille, parce qu'on a bien identifié le niveau d'insertion de la pelvienne par rapport à l'aplomb de la base des pectorales, on va chercher dans la famille quel est le genre auquel il pourrait appartenir, compte tenu des caractères de votre spécimen. Alors, si vous avez trouvé le genre, ensuite vous regardez dans les espèces du genre, quelle est l'espèce qui présente les caractères les plus proches à votre échantillon. On peut arriver à rattacher le spécimen qu'on a à une espèce connue du genre. Mais quelquefois aussi, on peut ne pas trouver d'espèce correspondante. Auquel cas, on décrit une nouvelle espèce. Mais si on peut rattacher le spécimen à une espèce, parce que le spécimen répond bien au caractère de l'espèce, là, l'identification, elle est faite. Mais sinon, on décrit une nouvelle espèce. Bon, en général, ça met un peu de temps à être accepté,
hein, parce que ce n'est pas toujours évident. Hein. Surtout que quand on veut faire une description sur la base de caractères morphologiques. Donc voilà un peu la démarche pour la systématique des poissons. Il faudra toujours regarder le niveau d'insertion de cette pelvienne par rapport à l'aplomb de la base de pectorale pour retrouver le groupe de famille auquel appartient le spécimen. Et après maintenant, progressivement, on évolue pour l'identification de l'espèce. Donc, il y a un squelette pour les mammifères et chaque squelette est rattaché au tronc par une demi-ceinture et deux demi-ceintures forment une ceinture. Bon, quand on prend les tétrapodes en général, il y a une cavité d'articulation des membres. Cette cavité d'articulation des membres, normalement, est réalisée par des pièces osseuses. Il y a deux pièces dorsales et une pièce ventrale qui forment la cavité d'articulation du membre. Et ainsi, dans ce membre, dans cette cavité, vous avez aussi un liquide que l'on appelle la synovie qui permet un peu la lubrification des têtes osseuses et qui permet une mobilité importante du membre, hein, au sein de la cavité d'articulation. Alors, en ce qui concerne la musculature, si on prend la musculature, on peut distinguer chez un vertébré une musculature striée dans le corps d'un vertébré, une musculature striée qui est constituée par les muscles squelettiques et le muscle cardiaque, et une musculature lisse qui correspond à celle des viscères. Bon, le muscle squelettique et le muscle cardiaque, vous avez déjà vu l'ultrastructure de ces muscles et on vous a certainement aussi décrit les différences morphologiques, anatomiques qui existent et même physiologiques qui existent entre ces deux muscles cardiaques et squelettiques. Le muscle cardiaque, normalement, il n'obéit pas à la volonté. Par contre, le muscle squelettique obéit à la volonté. Vous pouvez contracter à volonté votre biceps, mais pour ce qui concerne le muscle cardiaque, vous n'avez pas de décision. Hein? Vous ne pouvez pas prendre de décision en ce qui concerne son fonctionnement. Vous ne pouvez pas l'empêcher d'accélérer, d'augmenter de rythme quand vous êtes en train de courir. Hein? Vous ne pouvez pas, par la volonté, demander au cœur de ne pas augmenter de rythme alors que vous êtes en train de courir. On peut toujours faire l'expérience. Hein? On demandera, on essaiera de résister à ça, hein? D'empêcher au cœur d'augmenter le rythme alors qu'on est en activité physique. Donc c'est un muscle dont l'activité échappe à la volonté. Les muscles des viscères aussi, souvent, on n'a pas aussi une emprise sur le fonctionnement de ces muscles. Ce sont des muscles lisses. Hein, quand on a faim aussi, l'estomac il se contracte. Hein. Vous avez donc tous ces muscles qui sont des muscles striés, qui sont des muscles lisses et dont l'activité échappe aussi à la volonté. Donc ça c'est tous les vertébrés qui présentent ces deux types de muscles, striés et lisses. En ce qui concerne le système nerveux, vous avez aussi pour tous les vertébrés un système nerveux de la vie de nutrition au système neurovégétatif et un système nerveux de la vie de relation. Ce système nerveux de la vie de relation est constitué chez l'homme en particulier de 12 paires de nerfs crâniens, 31 paires de nerfs rachidiens, un encéphale, une moelle épinière. L'encéphale est logé dans le neurocrâne et comprend d'avant en arrière 5 lobes, le télencéphale, le diencéphale, le métencéphale, mésencéphale et myélencéphale. Et par contre, la moelle épinière se situe dans la colonne vertébrale
présente un canal longitudinal central qu'on appelle le canal de l'épendyle. Chaque nerf rachidien présente une racine dorsale sensitive et une racine ventrale motrice. Bon, alors ces racines dorsales sensitives et motrices, évidemment, se rencontrent pour former le nerf rachidien. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui est assez général chez les vertébrés. Mais chez les agnates en particulier, vous avez certes ces deux racines, dorsales et ventrales, mais qui ne se rejoignent pas. Hein, qui ne se rejoignent pas, qui restent libres. Hein, vous voyez, ça, c'est une particularité des agnates et c'est un caractère primitif. Hein. Donc dans cette systématique, normalement, je décris les groupes dans l'ordre évolutif, donc du plus ancien au plus évolué, au plus récent. Et en général, on va commencer par énumérer pour les groupes primitifs tout ce que nous disons par rapport aux appareils de la fonction, des différentes fonctions. Tout ce que nous disons en général, c'est pour indiquer le caractère primitif. Ce sont des caractères qui sont en général assez primitifs. Et normalement, on doit pouvoir suivre chaque appareil, l'évolution de chaque appareil. Hein, donc on va voir les modifications subies par chaque appareil au cours du temps. Pour ce qui concerne les organes des sens, bon, là aussi ce sont les organes de sens céphaliques responsables de l'odorat, de la vue et de l'audition qui sont assez développés. Ils sont pairs et logés respectivement dans les capsules olfactives, optiques et otiques du neurocrâne. Les yeux ont un grand pouvoir séparateur. Le sens du goût est assez développé et il se situe sur la langue. Le sens tactile et thermique, ces deux sens sont sur tout le corps, mais sont surtout développés sur le bout des doigts et sur le dos de la main. Donc vous avez ici le sens tactile qui est très développé chez l'homme en particulier sur le dos de la main, sur le bout des doigts plutôt, et le sens thermique surtout sur le bout des doigts. Alors les vertébrés présentent un appareil digestif. Il y a dans cet appareil digestif ce qu'on appelle le tube digestif et puis les glandes annexes. Le tube digestif, c'est la bouche, l'œsophage, l'estomac et l'intestin. Les glandes annexes, ce sont les glandes salivaires qui sont dans la bouche. Mais dans la cavité générale, vous avez le foie, la rate et le pancréas qui sont des glandes annexées au tube digestif. Bon, vous verrez tous ces organes en dissection des rats par exemple, même des poissons. Le régime alimentaire, il est très varié. Il y a des vertébrés qui peuvent être phytophages, d'autres sont zoophages et il y en a qui ont un régime mixte. Donc à la fois phytophage et zoophage. Pour ce qui concerne l'appareil respiratoire, chez les vertébrés, il y a l'appareil respiratoire qui peut être branchial, auquel cas l'animal pratique une respiration branchiale. On peut avoir comme organe respiratoire aussi des poumons, et c'est ce qu'on observe chez les vertébrés terrestres et aériens. Alors on avait dit hier que entre ces deux types de respiration, c'est-à-dire branchiale et pulmonaire, on pouvait aussi envisager la respiration cutanée qui s'est surtout développée chez les amphibiens, et il y avait aussi certains organes qui pouvaient être aussi utilisés par les vertébrés pour aider à compenser leurs besoins, à satisfaire leurs besoins en oxygène respiratoire. Pour ce qui concerne l'appareil circulatoire des vertébrés, l'appareil circulatoire des vertébrés, il est clos, hein, c'est-à-dire que il n'y a pas de système lacunaire, hein, où tous les vaisseaux sont fermés, hein, et
Normalement, si le sang il doit circuler dans cet ensemble, dans ces vaisseaux fermés. Dans le cas des autres cordées, les urocordées, les céphalocordées, ce n'est pas la même chose. On a un appareil circulatoire, mais qui est lacunaire. Il n'est pas fermé. Donc le fait déjà d'avoir un appareil circulatoire fermé, c'est un caractère évolué chez les vertébrés. En général, cet appareil circulatoire comprend des artères, des veines, des capillaires et un cœur. Un cœur en position ventrale, à parois épaisses et contractées. Et ce cœur, évidemment, il bat tout le temps. Pendant le sommeil, pendant l'état de veille, vous avez le cœur qui fonctionne tout le temps. Alors, le rythme cardiaque est susceptible de varier suivant les circonstances. On peut avoir peur, on peut avoir peut-être en train de faire des exercices physiques, etc. Donc, le rythme cardiaque varie, même en fonction de son état de santé, mais ça varie aussi en fonction des espèces animales. On n'a pas le même rythme. Le rythme cardiaque, suivant les espèces animales, ça varie aussi. Alors, vous avez donc le cœur et un système de vaisseaux sanguins. Il y a un système de vaisseaux sanguins qui permet au sang de partir du cœur vers la périphérie. C'est ce qu'on appelle le système artériel. Et il y a aussi des vaisseaux sanguins qui permettent au sang de partir de la périphérie et de revenir au cœur. Ils forment le système veineux. Et au niveau des artères, des organes, en général, les vaisseaux sanguins sont capillarisés. Donc il y a des capillaires. Alors, il y a ce qu'on appelle chez les vertébrés une circulation sanguine simple et une circulation sanguine double. Donc quand vous avez un vertébré, on va le mettre soit dans la circulation, dans le cas de la circulation sanguine simple, ou dans le cas de la circulation sanguine double. Quand on parle de circulation sanguine simple, on s'adresse aux vertébrés chez lesquels le cœur est sous forme d'un tube. C'est un tube, et ce tube n'est traversé que par du sang carbonaté. En général, ces vertébrés, ce sont les cyclostomes. Alors les cyclostomes, ce sont les lamproies et les myxines. C'est le seul groupe d'agnathes actuel. Donc chez les cyclostomes et les poissons non pulmonaires, chez les cyclostomes, ce sont les lamproies et les myxines, mais aussi les poissons non pulmonaires. Ce sont les poissons autres que les brachiotérygiens, les dipnostes et les prosoptérygiens. Les brachiotérygiens, ce sont les polyptères. Les polyptères, c'est ce poisson-là, dont je disais qu'il existait même dans les fleuves Sénégal. C'est un poisson pulmonaire. Mais les dipnostes, ce sont ces poissons que vous avez, les figures 9, 10 et 11. Ce sont les trois genres de dipnostes qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire Neoceratodus, Protopterus et Lépidosirène. Il ne faut pas confondre le protoptère, qui est un dipnoste, et le lépidoptère, qui est un brachiotéryge. J'ai eu beaucoup de confusion à ce niveau. Donc j'attire votre attention sur le fait que ce sont deux genres différents appartenant à deux taxons différents. Le protoptère est différent du lépidoptère. Et puis vous avez le crossoptérygien qui est représenté, le groupe des crossoptérygiens représenté dans la nature actuelle par la seule espèce que vous avez ici, qui s'appelle le Coelacanth, dont le nom scientifique est Latimeria chalumnae. C'est le Coelacanth, c'est le seul survivant de ce groupe des crossoptérygiens. C'est un poisson qui fait aussi l'objet d'une protection.
Alors, la circulation sanguine va être une circulation dite simple chez les vertébrés qui ont une respiration essentiellement branchiale et également chez les cyclostomes. Vous voyez, tout ça c'est vraiment un état primitif de l'appareil circulatoire sanguin. Vous avez un cœur qui est simplement un tube avec des parois épaisses et contractiles. Donc ça permet de pomper le sang, d'envoyer le sang dans les vaisseaux sanguins, aussi de pomper, c'est-à-dire de tirer le sang vers lui, et ensuite quand le sang arrive, il doit le propulser pour aller dans d'autres organes. Donc vous voyez ici un cœur qui a une structuration assez simple. Ce cœur à structuration simple, on le trouve chez les cyclostomes, qui sont des vertébrés primitifs, qui sont sans mâchoire, et on le trouve aussi chez les poissons à respiration essentiellement branchiale. Maintenant, avec l'avènement des poumons chez les vertébrés, donc on va observer d'abord ça chez les poissons, brachoptérygiens, hypnos et crossoptérygiens, mais le poumon, on va aussi observer sa présence chez les amphibiens ou batraciens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Donc avec la mise en place du poumon, on voit apparaître aussi deux types circulatoires, deux types de circulation sanguine. La circulation qui était simple devient une circulation double. Le cœur va présenter un cloisonnement. D'abord, il y a un cloisonnement horizontal, puis un cloisonnement vertical. Le cloisonnement horizontal permet d'avoir une partie supérieure et une partie inférieure du cœur. Le cloisonnement vertical qui s'ajoute permet d'avoir quatre cavités cardiaques. Il y a deux oreillettes et deux ventricules. Donc on va avoir un côté gauche et un côté droit du cœur. Chez ces vertébrés à circulation sanguine double, le côté gauche du cœur va renfermer toujours du sang oxygéné et le côté droit du sang carbonaté. Et ça, c'est ce que vous devez retenir à vie. Le côté gauche du cœur contient toujours du sang oxygéné et son côté droit du sang carbonaté. Et ça, c'est quel que soit le vertébré à respiration pulmonaire. Même chez l'homme, c'est comme ça. Maintenant, cette circulation sanguine double, elle est qualifiée de parfaite chez les oiseaux et les mammifères. Parce que chez les oiseaux et les mammifères, le sang oxygéné du côté gauche du cœur, le sang carbonaté du côté droit du cœur, ces deux courants sanguins ne sont mélangés ni au niveau cardiaque, ni au niveau vasculaire. Il s'agit de deux courants sanguins complètement séparés. Donc on dit que la circulation sanguine, elle est double et parfaite. Par contre, cette circulation sanguine double va être qualifiée d'imparfaite chez les autres vertébrés pulmonaires, c'est-à-dire chez les poissons, chez les amphibiens et les reptiles. Alors tantôt, on observe un cloisonnement ventriculaire incomplet. Tantôt, on observe des mélanges, des possibilités de mélange au niveau cardiaque. C'est-à-dire la séparation de vaisseaux sanguins, quelquefois, pose problème. Et donc, quand la cloison verticale ventriculaire, par exemple, n'est pas parfaite, bon, il y a possibilité de mélange sanguin au niveau ventriculaire.
Hein, parce que le côté gauche, le sang du côté gauche peut aller dans le côté droit et vice-versa. Quand au niveau des vaisseaux sanguins aussi, il y a des communications entre deux vaisseaux qui contiennent des sangs de nature différente. Là aussi, vous avez possibilité d'échange de ces sangs. Et donc, le sang circulant dans le corps de vertébré peut être un sang mélangé. Donc, dans les deux cas, la circulation sanguine doit être une circulation double et imparfaite. Bon, généralement, chez les poissons pulmonaires, chez les amphibiens et les reptiles non crocodiliens, c'est le cloisonnement ventriculaire vertical qui est incomplet. Vous voyez, il y a un cœur. Bon, généralement, il y a l'oreillette, ventricule. Donc il y a deux oreillettes, deux ventricules. Alors si je mets ici ventricule gauche, l'oreillette gauche, ici c'est l'oreillette droite. Alors ici c'est ventricule gauche, ventricule droit. Mais vous voyez ici cette cloison permet de séparer deux parties, supérieure et inférieure. Celle-ci permet d'avoir ces quatre cavités, deux oreillettes, deux ventricules. Alors cette cloison, bon, en général la séparation entre les oreillettes, elle est parfaite. Hein? Mais au niveau ventriculaire, ici, cette cloison, quelquefois, est imparfaite. Donc ici, on avait dit tout à l'heure que ce côté-là, gauche, était un côté oxygéné. Bon, en général, on met le sang rouge, hein, le sang quand c'est oxygéné, hein, on met du rouge, hein, pour dire la nature oxygénée du sang. Et quand c'est carbonaté, la couleur conventionnelle pour dire que c'est carbonaté, c'est la couleur bleue. Bon, je pense que ça vous le saviez plus que moi. Hein? On fait de l'enfantillage. Hein? Et là, je ne vous apprends rien. Hein? Ça, c'est le côté gauche qui est oxygéné, le côté droit qui est carbonaté. Mais au niveau cardiaque, ici, la cloison ventriculaire, cette cloison ventriculaire verticale, c'est une cloison ventriculaire verticale, elle est imparfaite. Donc, le sang ici, de ce côté-là, peut passer là. Vous pouvez aussi avoir ceci. Quand il y a une contraction, bon, normalement il y a des vaisseaux sanguins il y a certains vaisseaux qui sont en relation avec ce côté-là, d'autres vaisseaux. Alors s'il y a des vaisseaux qui sont en relation avec ce côté, normalement ces vaisseaux contiennent du sang carbonaté. D'autres vaisseaux sont en relation avec ce côté. Et donc on contenu du sang oxygéné. S'il y a une contraction ventriculaire, ce sang va avoir tendance à venir ici. Le sang ici, vient ici. Donc ce sang, il y a une partie qui va comme ça, une autre partie qui vient ici et qui part comme ça. Donc il y a possibilité de mélange des sangs. Et le sang qui va circuler dans le corps de ces vertébrés est un sang normalement mélangé. Parce que ces deux vaisseaux vont se rencontrer pour former ce qu'on appelle l'aorte dorsale. À partir de l'aorte dorsale, maintenant, il y a beaucoup d'autres vaisseaux qui naissent et qui vont diriger le sang à tous les organes du corps pour leur oxygénation. Vous voyez que quand ici, ces deux vaisseaux
qui contiennent du sang de nature différente se rencontrent ici et donnent et forment l'aorte dorsale. Dans l'aorte dorsale, il y a du sang mélangé. Et c'est ce sang mélangé-là qui va circuler dans le corps de ces vertèbres. Donc, ici, quand il y a un cloisonnement vertical incomplet du ventricule, le sang circulant dans le corps des vertébrés, c'est un sang mélangé. Chez les oiseaux et les mammifères, vous avez la cloison là qui est parfaite. Cette cloison elle est parfaite, donc ce sang-là, normalement, il ne rencontre pas ici ce vaisseau, hein, il ne le rencontre pas. Et donc, normalement, puisque les deux côtés sont de nature différente, les sangs sont différents et qu'il n'y a pas de possibilité de rencontre entre le vaisseau droit et le vaisseau gauche, on le verra en anatomie comparée. Ces vaisseaux-là, ce sont les arcades, ce qu'on appelle les arcades. Alors ces arcades ne coexistent pas chez les oiseaux et les mammifères. Soit il y a l'arcade du côté droit, soit l'arcade du côté gauche seulement. Donc dans l'aorte dorsale, il y a un sang, hein, mais il n'y a pas deux sangs différents. Donc il faut retenir simplement que la circulation sanguine double imparfaite quand dans le cas où il y a cloisonnement ventriculaire vertical incomplet. Mais quelquefois, ce sont au niveau des vaisseaux sanguins que l'échange se fait, en particulier chez les reptiles crocodiliens. Chez les crocodiliens, il y a un cloisonnement qui est ici parfait. Donc il y a deux oreillettes, deux ventricules. Au niveau cardiaque, les sangs ne peuvent pas se mélanger. Donc on est dans une situation presque, du point de vue anatomique, dans une situation qui est proche de ce qu'on trouve chez les oiseaux et chez les mammifères. Parce que chez les oiseaux et les mammifères, le cœur présente deux oreillettes et deux ventricules qui sont complètement séparés. Donc chez les reptiles crocodiliens, vous avez un cœur qui a la même anatomie. Mais il y a un vaisseau qui part du côté droit du cœur et un autre qui part du côté gauche du cœur, ce sont les arcades, parce qu'il y en a deux chez les reptiles. Ces deux arcades se réunissent du côté dorsal pour former l'aorte dorsale. Et donc le sang circulant dans le corps de ces reptiles est un sang mélangé. Comme pour les reptiles non crocodiliens, comme pour chez les amphibiens, comme pour chez les poissons pulmonaires. Donc dans tous ces groupes, il y a les deux arcades là qui se réunissent du côté dorsal pour former l'aorte dorsale. Et dans cette aorte dorsale, il y a du sang mélangé. Donc le sang circulant dans le corps de ces animaux est un sang mélangé. Mais évidemment, ce sang mélangé va être distribué dans les différents vaisseaux et ce sang va servir pour l'oxygénation des organes. Évidemment, suivant les vaisseaux sanguins, on va avoir des proportions différentes. Il y a, dans certains vaisseaux, il y a davantage de sang carbonaté que de sang oxygéné. Dans d'autres, c'est l'inverse. Les vaisseaux, par exemple, qui apportent du sang aux poumons, ce sont des vaisseaux dans lesquels la proportion de sang carbonaté est importante par rapport au sang oxygéné. Parce que ce sang qui arrive dans les organes respiratoires, en général, c'est un sang qui doit être hématosé, qui doit être purifié. Donc tout le sang qui entre en général dans un organe respiratoire est un sang qui a besoin d'être hématosé, qui a besoin d'être purifié. Et en général, les vaisseaux qui apportent ce sang sont des vaisseaux qui contiennent beaucoup de sang carbonaté. Bon, on reviendra sur ça. Alors chez les oiseaux et chez les mammifères, on a un arcade du côté gauche ou bien un arcade du côté droit. On n'a pas les deux arcades. Donc, dans l'aorte dorsale, on a un sang oxygéné seulement. Donc chez les reptiles crocodiliens, le cloisonnement cardiaque est parfait, comme chez les oiseaux et les mammifères. Mais le sang circulant est un sang mélangé parce que entre l'arcade du côté droit et l'arcade du côté gauche,
il y a une communication à la base par un orifice qu'on appelle le foramen de Panizza, et donc vous avez par ce foramen, par cet orifice de communication, les sangs qui peuvent être échangés. Et donc, ici, dans l'aorte dorsale, il y a du sang mélangé, et c'est ce sang mélangé qui est envoyé aux organes pour leur respiration. Donc, la circulation sanguine, elle est simple chez les cyclostomes et les poissons non pulmonés. Par contre, elle est double chez les poissons pulmonés, type 9, brachioptérygien, crossoptérygien, et les tétrapodes. Chez les vertébrés à circulation sanguine simple, le cœur est traversé par uniquement du sang carbonaté. Chez les vertébrés à circulation sanguine double, il est traversé par 2 courants de sang oxygénés et carbonatés. La circulation sanguine est double et imparfaite chez les poissons pulmonés, les amphibiens et les reptiles. Les reptiles, il y a donc les crocodiliens et les non-crocodiliens. Par contre, elle est double et parfaite chez les oiseaux et les mammifères. Bon, si on veut, je peux le cœur, branchie, et là, c'est un organe quelconque du corps. Au niveau des organes, il y a une capillarisation. Donc il y a plusieurs petits vaisseaux comme ça. Et ensuite, vous avez ceci. Le sang qui sort, qui passe dans le cœur va l'envoyer au niveau de l'organe respiratoire, ici qui est branchial. Tout ça, c'est du sang carbonaté. Au sortir de l'organe respiratoire, le sang il est oxygéné et ensuite il passe dans les organes. Ceci est une circulation sanguine simple. Le cœur ici n'est traversé que par du sang carbonaté. Dans le cas d'une circulation sanguine double, là aussi on a le cœur. Mais il va présenter 4 croisons, une croisée horizontale et une verticale qui va diviser en 4 cavités. Ça c'est l'oreillette gauche, l'oreillette droite, ventricule droit, ventricule gauche. Alors en général, chez ces vertébrés, il y a les poumons qui sont les organes respiratoires. Et puis je mets ici un organe quelconque. Ça peut être même l'organe respiratoire pulmonaire. Hein? L'organe quelconque, ça veut dire que même le poumon peut être cet organe. Tous les organes en réalité. Tous les organes respirent, c'est-à-dire qu'ils produisent du CO2 dans le sang et ils en absorbent l'oxygène. Donc, le sang sortant
est un sang viscide. Il vient ici, il rentre dans le cœur par l'oreille droite, passe par le ventricule, et le ventricule va le propulser ici. Alors, vous voyez bien le chemin. Les organes rétrécis, donc ils vont rejeter dans le sang qui les traverse. Ils vont rejeter le CO2. Et le sang qui sort est un sang riche en CO2. Mais ce sang a besoin d'être hématosé, d'être purifié. D'abord, il va être aspiré par le cœur. Il rentre dans le cœur par l'oreille droite, puis il passe par le ventricule droit. Et le ventricule droit va se contracter pour l'envoyer au poumon. Vous voyez, entre le ventricule droit et le poumon, le chemin n'est pas très long à parcourir. C'est pour ça que ce ventricule est moins développé que celui-là. Parce que celui-là, il va envoyer le sang à tout le monde. Donc il fournit plus d'efforts, le ventricule gauche. Donc il est plus développé en général que le ventricule droit. Parce que le droit, il s'adresse uniquement à l'organe respiratoire pulmonaire. Par contre, le gauche, il s'adresse à tous les organes du corps. Et donc il fait plus d'efforts et c'est normal qu'il soit plus développé. Alors ici, respirer, ça signifie donc un rejet d'oxygène. Plutôt l'organe respiratoire, vous avez une absorption d'oxygène. Le sang qui est ici, qui contient du gaz carbonique, ce gaz carbonique doit être rejeté. Il doit être rejeté à l'extérieur par les poumons. Et il doit se charger d'oxygène ici. Donc quand il va sortir, il est un sang purifié. Alors la remarque que j'ai faite tout à l'heure, c'est que tout le sang, quel que soit l'organe respiratoire, qu'il soit pulmonaire, branchial ou cutané, le sang qui arrive à l'organe respiratoire est toujours un sang carbonaté. Et le sang qui en sort est toujours un sang oxygéné. Ça aussi c'est quelque chose qui est assez général. Le sang qui arrive à un organe respiratoire, en général, il a besoin d'être hématosé, d'être purifié. Et donc il est carbonaté. Et quand il sort, il est purifié, il est hématosé. Ce sang hématosé va être envoyé au cœur. Il passe d'abord par l'oreille gauche, passe dans le ventricule gauche, et ce ventricule gauche se contracte pour l'envoyer à tous les organes. Donc lui, il s'adresse à tout le monde, pas seulement au poumon, mais il s'adresse à tout le monde. L'organe quelconque, même le poumon, il est intéressé par ce sang qui est oxygéné pour sa respiration. Vous voyez ici, il y a deux circulations. C'est le sens de circulation du sang. Ça c'est la circulation sanguine établie entre le cœur et les poumons, c'est la circulation pulmonaire. Cette circulation pulmonaire, on l'appelle aussi la petite circulation. La circulation entre le cœur et tous les organes, c'est cela qu'on appelle la circulation générale. Ou encore la grande circulation.
la grande circulation qui s'oppose à la petite circulation. La circulation pulmonaire s'oppose à la circulation veineuse. Parce que ici, le ventricule gauche qui se contracte, il envoie le sang à tous les organes du corps, y compris l'organe respiratoire pulmonaire. Alors ici, on a affaire à... Alors j'avais dit que le système artériel était le système composé de l'ensemble des artères, c'est-à-dire des vaisseaux qui permettent au sang de sortir du cœur. Vous avez ici, c'est une artère. C'est la petite circulation. Parce que le sang sort du cœur. Mais là aussi, c'est une autre artère. Mais une artère de la grande circulation. Ça aussi, c'est le sens et centrifuge du sang. Alors si vous voyez ici, il y a un retour. Tous les vaisseaux qui permettent le retour, ce sont les veines. Donc ici, c'est une veine. De la petite circulation. Mais ça aussi, c'est une autre veine. C'est une veine de la grande circulation. Artère signifie le système artériel contient tous les vaisseaux qui permettent au sang de sortir du cœur, c'est-à-dire des vaisseaux dans lesquels le sens du sang est un sens centrifuge. Le système veineux, c'est l'ensemble des veines qui contiennent du sang en direction du cœur à partir de la périphérie. Donc, ils viennent de la périphérie, ils viennent de la périphérie pour le cœur. Donc, c'est un sang centrifuge. Ça, c'est centrifuge, ça, c'est centrifuge. Centrifuge, centrifuge. Alors, je voudrais simplement faire remarquer une chose. C'est que dans le système artériel, souvent on pense que le système artériel est un système oxygéné et que le système veineux est un système carbonaté. Vous voyez qu'ici, dans ce qu'on appelle le système artériel, il y a des vaisseaux qui contiennent du sang carbonaté et des vaisseaux qui contiennent du sang oxygéné. Autrement dit, le système artériel n'est pas complètement oxygéné. C'est un mélange. Quand vous prenez le système veineux, c'est pareil. Il y a des vaisseaux qui contiennent du sang oxygéné et d'autres du sang carbonaté. Là aussi, le système veineux n'est pas entièrement carbonaté. Donc il faut faire très attention à ça aussi. Le système veineux, on pense que c'est un système carbonaté. Le système artériel, un système oxygéné. Mais en réalité, il s'agit de systèmes composés de vaisseaux avec des sangs de nature différente. Donc c'est le mélange. Le système veineux n'est pas complètement carbonaté, le système artériel n'est pas complètement oxygéné. Vous voyez ici, tout ce côté gauche, c'est du sang oxygéné, du cœur. Le côté droit, du sang carbonaté. Et ce chemin, ce trajet du sang, il est général chez ces vertébrés. Ces vertébrés à respiration pulmonaire, quel que soit le vertébré que vous prenez, qu'il soit un poisson, un amphibien, un reptile, un oiseau ou un mammifère, vous avez toujours le sang carbonaté qui rentre dans le cœur par l'oreille gauche. Ensuite, il passe dans le ventricule, par l'oreille droite plutôt, ensuite il passe par le ventricule droit. Le ventricule droit l'envoie pour sa purification à l'organe respiratoire pulmonaire. Après purification, il revient au cœur et il rentre par l'oreille droite, puis il passe dans le ventricule droit, gauche plutôt, l'oreille gauche, ventricule gauche, et c'est le ventricule gauche qui se contracte maintenant pour l'envoyer à tous les organes pour leur respiration.
pour l'appareil urinaire, c'est l'appareil excréteur. Donc il comprend deux reins massifs associés ou non à des voies urinaires ou urétères. Il ne faut pas confondre urétère et urètre. Ici, ce sont ces canaux, les urètres, les urétères qui permettent alors en général, vous avez une vessie urinaire. Urétère et urètre, c'est pas la même chose. Les urétères mettent en relation les reins avec la vessie urinaire. Et quand la vessie maintenant est remplie, elle est pleine, vous avez aussi besoin de miction qui se fait de sentir de manière réflexe. Et puis après, vous avez l'urine qui est évacué par le rein. Donc, il y a deux reins qui sont associés ou non à des voies urinaires ou urétères. Chez les sélaciens, les amphibiens et les mammifères, les reins sont fonctionnellement reliés à l'appareil génital mâle. En effet, chez les sélaciens et les amphibiens, les testicules reliés aux reins par des canicules utilisent les voies urinaires pour évacuer les gamètes. Chez les mammifères, les voies génitales et urinaires fusionnent dans leur partie proximale et forment un unique canal que l'on appelle un urospermiduc. Ça c'est connu, surtout chez les mâles. Chez les mâles, il y a un urospermiduc, mais chez les femelles, vous avez trois voies génitales. Les voies urinaires, génitales et anales, évidemment, sont séparées. On reviendra sur ces aspects-là en anatomie comparée. Pour l'appareil génital, en général, chez les vertébrés, on a un gonocorisme, c'est-à-dire qu'il y a séparation des sexes. Il y a les mâles d'un côté, les femelles de l'autre. Bon, évidemment, on peut avoir chez certains individus des possibilités de changement de sexe avec le temps. Il y a des individus qui sont alternativement mâles et femelles. Donc, pendant un cycle annuel, les mâles peuvent être des femelles, les femelles aussi peuvent être des mâles, et ainsi de suite. Alors ici, vous avez deux gonades en général, une ou deux gonades, qui sont associées ou non à des gonoductes. Vous voyez, le fait d'avoir des gonoductes, c'est déjà un caractère évolué, parce que chez les agnates, les lamproies, les dixiles, en général, vous avez les gonades, plutôt les gamètes qui sont produits dans la cavité générale et qui sont évacués dans le milieu extérieur où il y a une fécondation externe. Donc vous n'avez pas de conduits génitaux dans ces groupes inférieurs. Par contre, les conduits génitaux existent dans les groupes supérieurs, en particulier chez les mammifères. Donc le fait d'avoir déjà des gonoductes, c'est quelque chose d'assez évolué. Les glandes endocrines existent aussi chez les vertébrés. Alors en général, ce sont des glandes qui sont bien individualisées et assez nombreuses. Vous avez les testicules, les ovaires, l'hypophyse, l'épiphyse, thyroïde, parathyroïde, capsule surrénale, pancréas, etc. Donc vous voyez, il y a beaucoup de glandes surrénales. Ce sont des glandes à sécrétion interne qui sécrètent des hormones qui ont des spécificités d'action. Alors normalement, chaque hormone a une origine, a une glande particulière qui la sécrète et a aussi une action ou des actions bien spécifiques. Ces glandes endocrines ont un rôle important dans la physiologie, la morphologie et le comportement des vertébrés. Bon, ça, c'est des choses aussi que vous connaissez. Alors, cette partie, généralité, normalement, je la termine par un tableau. Un tableau où je fais un récapitulatif des différents groupes. Mais dans lequel également j'évoque un certain nombre de caractères complémentaires. Donc c'est un tableau
où il y a des compléments de généralité, mais c'est aussi un tableau introductif à la systématique des vertébrés. Alors, si on prend les vertébrés dans leur ensemble, après donc avoir fait la définition d'un vertébré, il y a deux grands ensembles qui ont un statut chacun de sous-embranchement. Il y a les agnates et les gnathostomes. Jusqu'à suite, j'ai essayé de subdiviser en superclasses. Alors, les agnates, je ne suis pas trop rentré dans le détail de la classification en superclasses, etc. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était les deux superclasses de gnathostomes, c'est-à-dire les poissons et les tétrapodes. Alors, en faisant la subdivision de ces superclasses en classes, là aussi, au niveau des poissons, je n'ai pas indiqué des classes, mais on le verra dans la systématique. Il y a les actinoptérygiens, les brachoptérygiens, les dipnos et les crossoptérygiens. Ce sont les classes de poissons. Je n'ai pas indiqué dans ce tableau, mais dans le cours, dans votre texte, vous avez les classes de poissons, c'est-à-dire les actinoptérygiens, avec comme sous-classes les paléodiciformes, les chondrostéens, les holostéens et les téléostéens. Ensuite, vous avez une autre classe qui est celle des brachoptérygiens avec l'exemple du polyptère. Vous avez l'exemple des dipnos avec les genres Neoceratodus, Protopterus et Lepidosirène. Et enfin, vous avez la quatrième sous-classe, classe plutôt de poissons, qui est la classe des crossoptérygiens avec une seule espèce qui est Latimeria chaloni. Alors pour les tétrapodes, vous avez ces quatre classes classiques qui sont des rappels pour vous. Il y a les amphibiens qu'on appelle aussi les batraciens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Ça c'est à la limite. Si on prend le mode de vie, évidemment, il permet de distinguer trois groupes de vertébrés. Il y a les poissons et les agnates qui sont des vertébrés aquatiques. Les reptiles, les oiseaux et les mammifères, ce sont des vertébrés terrestres et aquatiques. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai mis aquatique en second lieu. Dans le cas des reptiles, des oiseaux et des mammifères, ils sont d'abord terrestres et aquatiques. Terrestres parce que tous savent vivre en milieu terrestre sans difficulté. Ils ont le dispositif approprié pour mener la vie en milieu terrestre. Donc ils ont ici des poumons, vous avez le tégument qui est approprié, et donc il y a tout un ensemble de dispositifs qui permet à ces animaux de pouvoir survivre en milieu terrestre. Mais ils peuvent aussi être trouvés dans le milieu aquatique. C'est pour ça que j'ai dit terrestre et aquatique, parce qu'il y a des reptiles aquatiques. On avait parlé des tortuaires. Vous avez aussi quelques petits serpents qui peuvent aussi être trouvés dans le milieu aquatique. Il y a les caïmans, les crocodiles, etc., qui peuvent aussi être trouvés dans le milieu aquatique. Dans les oiseaux aussi, il y a certains qui peuvent être aussi trouvés dans le milieu aquatique, avec des caractères d'adaptation dans ces milieux. Les palmules, dans les lois, vous avez les pélicans, il y a d'autres ordres d'oiseaux aussi qu'on peut trouver. Vous avez les mammifères aquatiques, vous voyez, il y a les phoques, les écaries, etc. Il y a beaucoup de mammifères qu'on retrouve aussi dans le milieu aquatique. Mais cette existence de ces reptiles, oiseaux et mammifères dans le milieu aquatique est interprétée comme un retour à la vie aquatique. Donc, mais ils étaient tous affranchis, c'est-à-dire tous capables, on était capables de sortir du milieu aquatique, mais après il y a certains qui sont retournés dans ce milieu aquatique et qui ont développé des caractères d'adaptation à ces milieux. Donc c'est un retour
à la vie aquatique. Mais si on les sortait, on les mettait aussi à terre, ils peuvent continuer à survivre et à utiliser leur dispositif respiratoire, leurs poumons, pour pouvoir satisfaire leurs besoins en oxygène respiratoire. Alors, ensuite, vous avez le groupe des amphibiens. Les amphibiens, ils sont aquatiques et terrestres. Aquatiques, parce que ce sont des animaux qui vivent tout naturellement dans le milieu aquatique d'eau douce, généralement. Mais on peut aussi les trouver quelquefois en milieu terrestre. Vous voyez, les grenouilles, par exemple, les crapauds, les rainettes, etc., on peut aussi les trouver en milieu terrestre. Mais quand ils sont en milieu terrestre, souvent, c'est en milieu terrestre humide. Parce que ici, la respiration principale est la respiration cutanée. Et donc, si ils sont dans des endroits trop secs, en milieu terrestre, ils vont mourir par dessiccation. Ils vont perdre beaucoup d'eau à travers le tégument. Et donc, ils vont mourir par dessiccation. Donc, généralement, quand on les trouve en milieu terrestre, ils sont toujours dans des endroits humides, pour garder, disons, cette capacité toujours à pouvoir utiliser la peau pour respirer. Si vous rencontrez la grenouille en plein soleil, c'est parce que sa vie est menacée. Mais généralement, il reste dans des endroits vraiment calmes, humides, etc. Alors, si on prend le tégument des vertébrés, le tégument peut permettre de distinguer deux groupes de vertébrés. Parce que dans ce tégument, on peut avoir des glandes à mucus ou bien absence. Chez les reptiles, les oiseaux et les mammifères, on n'a pas de mucus. Par contre, chez les poissons, les agnates et les amphibiens, vous avez une sorte de liquide, de lubrifiant sur le corps. Si vous prenez un poisson frais, souvent vous avez l'impression d'avoir de la colle sur le... Donc il y a un liquide très très gluant qui recouvre le corps du poisson. Donc ça c'est du mucus, c'est du mucus. Et la présence de mucus permet à l'animal de pouvoir nager plus facilement. Donc c'est quelque chose qui facilite la nage. Et ce mucus est sécrété par des glandes qui sont dans le tégument. Alors ces glandes à mucus, on les trouve chez les agnates, chez les poissons et les amphibiens. Donc vous voyez, c'est des animaux qui sont inféodés à l'eau. Alors ce tégument, il est nu chez les agnates actuels, parce qu'on avait dit aussi dans le cas de Theraspis, qui fait partie des agnates fossiles, il y avait des écailles sur la peau. Il y avait des écailles sur la peau, alors que chez les agnates actuels, le tégument est nu, il n'y a plus d'écailles, parce que ici, les agnates ont connu une évolution régressive. Chez les poissons, en général, on a des écailles sur le corps. Bon, il y a quelques spécimens qui sont rares spécimens qui ont perdu un peu les écailles, mais c'est rare. Généralement, il y a des écailles. Chez les amphibiens aussi, quelquefois, vous avez un tégument qui est nu et plus ou moins corné. Plus ou moins corné, ça veut dire quelquefois il y a des petites écailles, mais ça dépend des espèces d'amphibiens. Mais le plus souvent, c'est un tégument nu. Vous ne verrez pas d'écailles en particulier chez les amphibiens, chez les grenouilles, les crapauds, les rainettes. Il n'y a pas de couche cornée sur le tégument, mais sur d'autres espèces et d'autres groupes d'amphibiens, on peut trouver un peu disons de rugosité sur le corps. Alors si on prend la température, plutôt pour le tégument, les reptiles présentent des écailles. Oui, ces écailles qu'on a trouvées chez les poissons, on les retrouve aussi chez les reptiles, sur l'ensemble du corps. Mais cette présence d'écailles ne permet pas de garder la température corporelle. Ce sont des animaux dont la température corporelle varie en fonction de la température du milieu ambiant. S'il fait chaud, la température corporelle va s'élever. S'il fait froid, il va baisser, ainsi de suite. Donc, c'est une température qui change. Les plumes, on les trouve chez les oiseaux, mais on va trouver aussi chez les oiseaux, au niveau des tarses en particulier, on va retrouver les écailles. Les écailles. Bon,
Les poils sont caractéristiques des mammifères. Au niveau des téguments, en général, il y a des poils qui sont sur le corps des mammifères. Et en plus des poils aussi, on retrouve dans certains cas des écailles. En particulier chez certains rongeurs, au niveau de la queue, il y a encore des écailles. Vous voyez, les écailles, c'est quelque chose qui est partagé par tous ces groupes et qui montre donc un lien phylogénétique entre tous ces groupes. Si on prend la température corporelle, les oiseaux et les mammifères ont une température corporelle qui est à peu près constante, quelles que soient les variations de température du milieu ambiant. On dit qu'ils sont des homéothermes. Donc il y a de l'homéothermie chez les oiseaux et les mammifères. Par opposition aux autres vertébrés, agnates, poissons, amphibiens et reptiles, chez lesquels la température corporelle change en fonction de la température du milieu ambiant. Donc c'est une température variable et on parle d'hétérothermie ou de poikilothermie. Ce sont des hétérothermes. Si on prend la respiration ou plus les membres paires n'existent pas chez les agnates. Vous voyez, sur le corps d'un agnate, vous avez une nageoire dorsale. La nageoire dorsale, d'ailleurs, chez la lamproie, on a l'impression d'avoir deux lobes, un lobe antérieur, un lobe postérieur, mais ces deux lobes semblent confluents au niveau de la base. Et puis, il y a une nageoire anale et une nageoire caudale. Mais toutes ces nageoires, elles sont confluentes. Finalement, elles forment une seule entité. Alors, les nageoires, les mammifères, on les trouve chez les poissons. On a parlé tout à l'heure des nageoires pectorales et des nageoires pelviennes. Alors, dire nageoire pectorale, nageoire pelvienne, on a aussi la possibilité de dire ptérygium. Le ptérygium, c'est pour désigner indifféremment les nageoires pectorales ou pelviennes. Quand on dit ptérygium, on englobe les deux types de nageoires. Le ptérygium, chez les poissons, ce sont les nageoires paires. Par opposition au chiridium. Le chiridium, c'est le membre paire des tétrapodes. Ça s'appelle le membre antérieur ou le membre postérieur. Le chiridium. Le chiridium, c'est pour désigner aussi indifféremment le membre paire des tétrapodes. Chez les poissons, quand on parle de ptérygium, c'est pour dire nageoire pectorale ou nageoire pelvienne. La respiration permet de voir aussi trois catégories de vertébrés. Il y a les poissons et les agnates qui pratiquent une respiration branchiale. Vous voyez qu'ici, il n'a pas été facile. J'étais obligé de faire simplement une verticale. Mais vous voyez que dans les poissons, tout le monde n'a pas la respiration branchiale. Il y a certains qui, en plus des branchies, ont d'autres dispositifs qui leur permettent d'utiliser l'air en nature. On a parlé des poumons, on a parlé aussi de la muqueuse buccale, de la muqueuse pharyngienne, de la muqueuse gastrique, de la muqueuse intestinale, de la vessie gazeuse, etc. Tout ça, c'est autant d'organes qui interviennent à titre complémentaire. Ce sont des organes respiratoires d'appoint, c'est-à-dire de secours. Oui. Les poissons cartilagineux. Je n'ai pas bien compris la question. Vous avez une respiration branchiale. Branchiale. Oui. Est-ce que ce sont des poissons cartilagineux? Non, il n'y a pas seulement les poissons cartilagineux. Les poissons cartilagineux, dans leur ensemble, pratiquent la respiration branchiale. Mais il y a les poissons osseux. Les poissons osseux, chez lesquels aussi il y a une grande majorité qui pratiquent la respiration branchiale. On a parlé tout à l'heure des actinoptérygiens. Pratiquement tous font la respiration branchiale. Mais parmi eux, il y a certains qui ont développé d'autres organes qui permettent de satisfaire leurs besoins en oxygène respiratoire. Donc en fait, ils ont essayé
de s'adapter à la respiration aérienne. Hein? Donc, à force de s'exercer, on a fini par développer, certains organes qui ont permis de s'adapter à la respiration aérienne. Donc, quand je parle de la respiration branchiale, cette respiration branchiale, elle va concerner les agnates, elle va concerner aussi les poissons, mais parmi ces poissons, en plus des branchies, il y en a qui ont des poumons et d'autres organes. Hein? C'est ça qu'il faut aussi savoir. Quand je parle des poissons à respiration aérienne, seulement, à ce niveau-là, ce sont les brachyptérygiens, les dipnos et les prosoptérygiens. Hein? Les poissons qui ont une respiration aérienne, ce sont ces poissons qui ont des poumons et d'autres organes de la respiration aérienne non pulmonaire. Donc c'est important que vous compreniez bien ce tableau. Je peux être intéressé par quelque chose dans ce tableau-là. Alors, il y a aussi les vertébrés à respiration pulmonaire. En général, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Mais cette respiration pulmonaire, on la retrouve aussi chez les amphibiens adultes. Mais chez ces amphibiens adultes, on peut retrouver aussi la respiration cutanée, qui est la respiration principale. Mais chez les amphibiens, il y a aussi une respiration branchiale, qui est caractéristique des larves, en général. Certaines larves d'amphibiens vont garder leur branchie larvaire jusqu'à l'âge adulte. D'autres perdent ces branchies larvaires au cours des métamorphoses larvaires. Alors les amphibiens qui gardent leurs branchies jusqu'à l'âge adulte, vous voyez, les branchies, on considère dans ce groupe que ce sont des caractères larvaires. Ce sont des caractères larvaires. Normalement, quand on évolue en adulte, on doit mûrir et on doit perdre le comportement larvaire, le comportement enfantin, les caractères larvaires. Mais si, étant adulte, on garde encore les caractères larvaires, on qualifie ce comportement de néoténique. Hein? Donc, on a là un comportement néoténique, c'est-à-dire un comportement enfantin. Quand on est adulte et qu'on continue d'avoir un comportement enfantin, on dit que c'est un comportement néoténique. Hein? On parle de néoténie. La néoténie, c'est la conservation de caractères larvaires par des individus adultes. Donc chez les amphibiens, il y a certaines espèces qui gardent les branchies à l'état adulte. Ça, c'est de la néoténie. Et ceci est surtout remarqué chez les urodèles. Les urodèles, ce sont les amphibiens qui présentent une queue toute leur vie. Vous vous rappelez de ça? Je pense qu'on ne peut pas oublier. Depuis hier seulement. Alors, si on prend la circulation aussi sanguine, vous avez les agnates et les poissons qui pratiquent, chez lesquels on observe une circulation sanguine simple. Chez les amphibiens et les reptiles, c'est une circulation sanguine double et imparfaite. Chez les oiseaux et les mammifères, elle est double et parfaite. Donc quand je parle de vertébrés à circulation sanguine double et imparfaite, c'est vous qui devez donc savoir que, évidemment, ceux qui sont concernés, ce sont les amphibiens, les reptiles. Mais là aussi, comme précédemment, je n'ai pas intégré les poissons pulmonaires. Dans ce tableau, je ne pouvais pas aussi faire apparaître les poissons pulmonaires dans la circulation sanguine double imparfaite. Mais si dans un devoir, par exemple, on vous demandait de parler de vertébrés à circulation sanguine double et imparfaite. Oui, pour ce tableau, on voit les amphibiens et les reptiles, mais ils ne sont pas les seuls. Vous voyez ça?
Vous y êtes? Les vertébrés à circulation sanguine double et imparfaite. Vous voyez ici, pour faire le tableau, on ne pouvait pas intégrer les poissons pulmonaires, mais ils font partie. Bon, quand on prend la reproduction, on peut distinguer deux groupes de vertébrés. Il y a les reptiles, les oiseaux et les mammifères, chez lesquels vous avez une sorte d'amnios, c'est-à-dire c'est une annexe embryonnaire, l'amnios. Et cet amnios, qui est une enveloppe embryonnaire, va délimiter une poche de liquide, c'est le liquide amniotique dans lequel baignent les embryons des vertébrés. Et ce liquide, évidemment, protège contre les chocs. Alors, ces reptiles, oiseaux et mammifères qui ont un amnios forment le groupe des amniotes par opposition aux anamniotes qui sont dépourvus d'amnios et qui sont en général dans le milieu aquatique. Il s'agit des agnates, des poissons et des amphibies. Quand on parle d'adaptation, on peut distinguer aussi les vertébrés en quatre groupes de vertébrés. Il y a les agnates et les poissons qui sont adaptés à la vie aquatique. Ça veut dire que quand on les sort du milieu aquatique, ils vont mourir. Les amphibiens sont adaptés à la vie en milieu terrestre humide. Donc là aussi, c'est un milieu pour eux de prédilection. Les reptiles adaptés à la sécheresse du milieu terrestre. Les oiseaux et les mammifères adaptés à la sécheresse du milieu terrestre, mais aussi aux variations de température du milieu ambiant. Bon, voilà donc ce que j'ai voulu vous donner comme message pour ce matin. Je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve en principe demain pour continuer notre chemin. Voilà. On peut considérer ici les reptiles. N'est-ce pas? Ici, on a les acodes. On peut considérer ça comme des amphibiens. Tout ça, c'est des amphibiens. Tout ça, c'est des amphibiens. Ici, on a des reptiles actuels. Oui. N'est-ce pas? Ici, on a des reptiles. Tout ça sont des amphibiens. Tout ça, c'est des amphibiens. À queue et les deux sans queue. Ça, ces deux-là ont des pattes, mais ici il y a une queue, ici il n'y a pas de queue. Ok, j'ai réduit pendant ce temps. Mais on considère tout ça sont des amphibiens. Tout ça, c'est des amphibiens. Bonsoir. Pourquoi on ne met pas ici les cyclostomes et les myxines et l'emparois ici? Oui, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Je suis en train de parler des classes. Des superclasses, etc. Donc les superclasses ici des agnates sont les cyclostomes, sont les cyclostomes. Les superclasses des agnates. Les agnates sont représentés par un seul groupe actuellement, c'est le groupe des cyclostomes. Et dans lequel vous avez des lamproies et les myxines. Les différents organes d'apprendre des poissons. Les différents organes d'apprendre des poissons. Les organes respiratoires. Comme par exemple, il y a la muqueuse buccale, la muqueuse du pharynx, la muqueuse gastrique, la vessie, la muqueuse intestinale, mais je reviendrai sur ça plus tard. Vous avez parlé aussi de vessie. Vous avez parlé aussi de vessie. De vessie, allez, la vessie gazeuse. Oui. Aussi. Et la vessie. Concernant les baleines, Oui. on va les classer. Le systématique. Ok, après. Hein?